22 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici donc les titres de l'actualité. Lancement du journal officiel électronique IJO et par le secrétaire général du gouvernement et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et la Cour internationale de justice donc appelle Israël à empêcher tout éventuel acte de génocide. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré hier soir vers 20h un séisme de magnitude 5.4 sur l'échelle de Richter. Et donc ce séisme a été ressenti dans la fosse d'Obok, identifiée de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 13,3 km de la ville d'Obok et à 30 km de la ville de Douti, à une fondeur de 8 km. L'intensité macro-sismique dans les zones les plus proches de l'épicentre a été donc ressentie par les habitants de la région d'Obok, de la capitale et un peu partout dans le pays. Il y a eu un tremblement de terre hier soir à 20h pile heure locale. L'observatoire a estimé sa magnitude 5.4 à l'échelle de Richter. C'est un séisme modéré. Son épicentre est localisé dans le golfe de Tadjoura, à 13 km au sud de la région d'Obok, de la ville d'Obok, et à 30 km de Djibouti-Ville. Ce séisme a été fortement ressenti sur la ville d'Obok, où l'épicentre était très proche. Il a été également ressenti à Djibouti et Tadjoura, et faiblement ressenti sur Arta jusqu'à Al-Sabih. Le séisme a été suivi par une cinquantaine de répliques, donc, de la majorité des faibles magnitudes. Alhamdulillah, heureusement, il n'y a pas eu, heureusement, aucun dégât n'a été déclaré. Normalement, un séisme de magnitude 5 jusqu'à 5,5 ne fait pas de dégâts. Mais par contre, il est fortement ressenti dans les régions très proches de l'épicentre. Vous le savez, il y a eu une ouverture importante qui s'est produite du 28 septembre au mi-novembre 2023, près des îles Moucha, en face des îles Moucha. Donc, cette crise sismique a créé une contrainte tectonique sur les failles qui sont situées de part et d'autre des îles Moucha. Donc, ici, on a eu un relâchement en solo de la microsismicité. On a enregistré de la microsismicité. Par contre, dans cette région, nous n'avons pas enregistré ni de la microsismicité, ni un séisme notable durant les derniers mois et même durant ces dernières années. Donc il y avait une pression énorme dans la région en face d'Obok. On attendait qu'il y ait un tremblement de terre, une ouverture dans cette région. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. On a eu un relâchement brutal qui a produit un tremblement de terre de magnitude 5.4. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré hier la ferme hydroponique agropastorale de la forêt du Daï. Le système de culture des plantes hors sol utilise moins d'eau indépendamment de la qualité du sol et des conditions climatiques. La superficie de la ferme hydroponique agropastorale étant de 7400 m² avec un système d'irrigation dite goutte à goutte. Des variétés de légumes et fruits poussent déjà donc dans cette ferme, notamment des tomates, concombres ou encore des courgettes. La production annuelle de cette ferme hydroponique est estimée à plus de 180 tonnes. À son arrivée donc au Daï, le président de la République, accompagné du Premier ministre Abdelkamel Mohamed,
a été accueilli par le ministre chargé de la décentralisation, le préfet de la région de Tadjoura, ainsi que l'ambassadrice de France à Djibouti et la représentante de l'Union européenne, mais aussi des centaines d'habitants du Daï venus nombreux pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. La ferme hydroponique agropastorale du Daï servira de centre de formation pour les agriculteurs et les éleveurs locaux. Ensuite, le président de la République a procédé à l'inauguration officielle de cette ferme, qui est un moyen innovant, résilient et rentable. L'objectif étant de renforcer les compétences des producteurs et éleveurs locaux ainsi que les populations en vue de leur enseigner les techniques et technologies de production. Et ensuite, le président de la République visitait les différentes plantations de la ferme hydroponique couverte par des serres, qui couvrent une superficie de 240 mètres carrés chacune, avec un système d'irrigation goutte à goutte et un système d'arrosage pour la culture de tomates, concombres, courgettes, poivrons, persil, brocolis et autres fruits. Cette plantation comprend également des oignons, des pastèques et d'ail. Cette ferme comprend une chèvrerie moderne de 30 mètres carrés, mettant en œuvre des méthodes contemporaines pour assurer le bien-être des animaux et optimiser leur productivité. Cette chèvrerie accueille actuellement avec soin 15 chèvres et un bouc repartis de manière équilibrée dans des box. À noter également que ce projet est financé par l'Union européenne à travers le programme Appui au développement et aux initiatives locales, le programme ADIL, à hauteur de 55 millions. L'inauguration de la ferme hydroponique agropastorale par le président de la République représente une étape cruciale dans la promotion de l'agriculture durable et l'engagement du chef de l'État pour la promotion de l'agriculture durable et résiliente à travers des pratiques agricoles modernes et respectueuses de l'environnement pour assurer un avenir alimentaire durable pour le pays.
dabbalay dabbalay dinkara dabbalay dabbalay dinkara dahobalowa dahobalkayowa bari maray gabed maray bagda gud maray tete tute tete tute dabbalay dabbalay dinkara dabbalay dabbalay dinkara dahobalowa dahobalkayowa bari maray galbed maray bagda guxi gud maray tete tute Et lors de l'inauguration de cette ferme hydroponique de la région du Daï, dans la région de Tadjoura, initiateur et promoteur du projet, également président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein s'est réjoui du déplacement du chef d'État pour inaugurer le projet de la ferme hydroponique du Daï. La concrétisation, a été indiqué, de ce projet hydroponique a été beaucoup de défis qui ont été relevés selon le président Omar Hussein. Certains n'y croyaient pas et ne croyaient pas à ce projet, que ce projet serait réalisé, mais nous n'avons pas baissé les bras et le président de la République nous a soutenus jusqu'au bout, a indiqué M. Omar Hussein. Le président m'avait déjà encouragé à promouvoir l'agriculture pour la sécurité alimentaire de la région de Tadjoura. L'encouragement et le soutien constant du chef de l'État a joué un grand rôle et je le remercie tout particulièrement, notamment pour ce déplacement au Daï pour l'inauguration de cette ferme. Enfin, le président du conseil régional a souligné que ce genre d'activités vont se pérenniser dans la région de Tadjoura et comme vous avez vu, donc, le président du conseil de Dikil donc, était également présent et des projets similaires seront également réalisés dans la région de Dikil ainsi que dans les autres régions, inclus le président du conseil régional de Tadjoura. Écoutons à présent l'interview que nous a accordé également le ministre délégué à la décentralisation. Le président de la République vient d'inaugurer aujourd'hui à Daï une ferme agro-pastorale qui est unique à Djibouti. C'est une innovation et auparavant il n'y avait pas ce genre de ferme. C'est une ferme hydroponique. Qu'est-ce que c'est qu'une hydroponique? Hydroponique, c'est une culture hors sol qui produit un mètre carré des tonnes de tomates et de légumes à tous saisons. Donc, il a fallu, personne ne croyait au début à ce projet-là, mais il a fallu la volonté du président de la République, la persévérance du président du conseil régional de Tadjoura et l'adhésion du ministère de la centralisation pour que cette ferme voit le jour et ce projet se concrétise. Aujourd'hui, le résultat est là. Tout le monde voit ce que c'est que l'hydroponie, les bénéfices que Djibouti peuvent en tirer de cette culture et multiplier ce genre de projets dans les régions et la volonté du ministère de la décentralisation. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons décupler ce genre d'initiatives. Et dans une intervention marquante, le président de la République a souligné l'importance cruciale de l'association harmonieuse de l'agriculture et de l'élevage, affirmant que cette synergie nécessite un niveau élevé d'expertise et de connaissances. Le président Guelleh a spécifiquement mis en avant l'importance du système hydroponique, soulignant qu'il exige un investissement conséquent en termes de travail, de formation et de suivi pour produire des résultats efficaces. Il a souligné aussi que ce système représentait un moyen puissant de développer simultanément l'agriculture et l'élevage, renforçant ainsi la sécurité alimentaire du pays et contribuant activement à la lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État a conclu ses remarques en affirmant avec conviction que notre pays possédait le potentiel nécessaire pour cultiver avec succès à travers le système hydroponique. Il a souligné que cette méthode était un exemple tangible de la manière dont elle peut optimiser la production agricole et d'élevage dans notre nation, soulignant ainsi la voie vers un avenir plus prospère et autosuffisant. Dans la journée d'hier, dans l'enceinte académique de l'Université de Djibouti, s'est déroulé un colloque d'importance capitale orchestré par le secrétariat général du gouvernement en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'objet de l'événement, lancement
lancement donc officiel du journal officiel électronique sobrement baptisé IJO. Cette initiative, fruit d'une réforme initiée en 2023 sous la direction éclairée du président de la République, est destinée à révolutionner l'accès à l'information juridique et administrative au sein de la République de Djibouti. Un virage numérique capital rendu possible grâce à une étroite collaboration entre le secrétariat général du gouvernement, l'ANSSI, les archives de la présidence et des juristes chevronnés. Le IJO, encadré par un décret adopté en 2023, marque une avancée significative dans la modernisation du journal officiel, témoignant de l'engagement résolu en faveur de l'innovation et de la transparence. Cette plateforme électronique permet désormais la consultation électronique des lois, décrets, arrêtés et actes administratifs et avis divers couvrant la période allant de 1900 à nos jours. Le colloque point d'orgue de ce lancement a été rythmé par des sessions animées par des experts éminents du domaine. Les discussions ont porté sur des thématiques cruciales telles que le volet patrimonial du journal officiel, la collecte de l'information, la numérisation du journal officiel, la dématérialisation du droit et son accessibilité, ainsi qu'un bilan succinct des textes juridiques de l'année 2023. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général du gouvernement. Beaucoup n'hésitent pas à qualifier la révolution du numérique et de l'intelligence artificielle de troisième et de quatrième révolution. Et il est vrai que l'évolution que nous voyons aujourd'hui est disruptive, car elle sépare désormais ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas. Elle sépare donc les sachants et, excusez-moi le terme, les ignorants. À travers cette révolution du numérique, c'est notre intelligence à tous qui se trouve challengée. C'est notre vision et notre perception du monde qui est littéralement changée et modifiée. Je l'ai souvent dit et je le répète encore ici, le numérique change notre regard à la société. Il change notre regard à l'entreprise. Il change notre regard au travail. Il change notre regard à l'argent. Il change notre regard à l'information. Et il change notre regard à la connaissance. Et c'est conscient de ces enjeux nouveaux que nous avons initiés sur fonds propres et avec l'expertise nationale, cette plateforme électronique qu'on appelle IJO, avec l'ambition de mettre à disposition de nos concitoyens cet outil, ce formidable outil, ce remarquable trésor. Cette plateforme, elle témoigne donc de notre engagement en faveur d'une modernisation de nos institutions, en offrant un accès en ligne à l'intégralité du journal officiel. Cet outil va donc faciliter désormais l'accès à l'information légale et à l'information réglementaire pour l'ensemble de nos concitoyens, pour les professionnels du droit, pour les administrations publiques, pour les acteurs économiques, mais aussi et surtout pour les chercheurs de l'Université de Djibouti et pour vous, les étudiants et les étudiantes. Mesdames et messieurs, donc la dématérialisation du journal officiel s'inscrit dans une dynamique où le monde s'oriente inexorablement vers la transition numérique. Et nous avons eu la chance pour cela de trouver sur notre route, sur notre chemin, un véritable trésor documentaire avec les archives que nous avions à la présidence. Vous pouvez le voir ici, l'ensemble des textes législatifs réglementaires ont été conservés et vous voyez, comme je vous montre ici, le premier texte qui a été écrit à la main qui date du mois de février 1900. C'est le premier journal officiel qui a été fait à l'époque avant l'indépendance. Sur les petits graphiques aussi, là où vous voyez le premier journal officiel de la République du Djibouti, où vous voyez la proclamation d'indépendance de la République du Djibouti. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué qu'il convenait de rappeler que le journal IJO représentera donc un pas significatif vers une gouvernance moderne et transparente en République de Djibouti. On l'écoute. Je pense que c'est une très bonne expérience de partager
avec les différentes institutions, avec nos étudiants, nos chercheurs, nos doyens. Je résumerai en quelques mots, Monsieur le secrétaire général, ce que vous avez dit de façon peut-être différente. C'est de dire que bienheureux est l'étudiant comme les chercheurs qui peut suivre son cours sans quitter son lit. Et donc, à travers le numérique, les étudiants, sans quitter leur lit, les chercheurs, sans quitter leur bureau, ils peuvent suivre un certain nombre d'informations. Alors, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? C'est d'abord pour sensibiliser sur l'importance du journal officiel. Pourquoi vous êtes ici? C'est créer un partenariat, comme je l'ai dit tantôt. Mais pourquoi vous êtes ici? C'est également pour créer des émulations auprès de nos jeunes, auprès de nos chercheurs. Qui dit journal officiel dit la mémoire d'un pays, son évolution, son histoire, son enrichissement. Ça peut également, pour les étudiants en droit, leur permettre de comprendre quelles sont les lois, quels sont les arrêtés, quels sont les décrets, les partager, les échanger. Et les chercheurs, de comprendre comment évoluer l'histoire d'un pays, mais pas que, mais également quels sont les enjeux par rapport à une telle ou telle situation, à un moment donné, à une année donnée ou à un mois donné. Le troisième élément qui est important, c'est la dématérialisation. Plus personne ne travaille avec le papier, et d'ailleurs l'université était parmi les premières institutions à Djibouti à dématérialiser les inscriptions des étudiants, et aujourd'hui les étudiants en sont heureux. Donc ce n'est encore qu'une étape, et peut-être modestement, le secrétaire général n'en a pas parlé, on est un des rares pays en Afrique à avoir numérisé notre journal officiel. Et je pense qu'il faut saluer et féliciter l'initiative. L'initiative qui est très encouragée par le président de la République. Et encore une fois, monsieur le secrétaire général, vos équipes, nous serons toujours très heureux à partager avec vous, à échanger. Ce n'est qu'une première étape que nous souhaitons productive et engager vraiment des enseignements. Quand vous avez des experts qui viennent partager avec nos étudiants, qui sont très curieux, qui veulent en savoir davantage, nos chercheurs. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf participe à la cérémonie d'investiture du président réélu du Puntland en Somalie. Une importante délégation conduite par le ministre Momin Hassan Barre a représenté Djibouti à la cérémonie d'investiture du président réélu de l'État régional du Puntland en Somalie. Accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Mohamed Ibrahim Youssouf, et de hautes personnalités, le ministre et sa délégation ont reçu un accueil chaleureux et enthousiaste à leur arrivée à l'aéroport international de Garowe. Ils ont été salués par les membres du gouvernement du Puntland, témoignant ainsi de la cordialité des relations entre les deux nations frères. De plus, une foule nombreuse de citoyens s'est rassemblée pour accueillir la délégation djiboutienne par des applaudissements et des chants soulignant les profondes relations entre Djibouti et la Somalie. Ensuite, la délégation a été reçue en audience par le président Saïd Abdoulaye Deni. À cette occasion, le ministre Momin Hassan Barre a présenté les félicitations au président réélu, lui exprimant ses vœux de succès dans l'exercice de ses fonctions. Et la cérémonie a été honorée par également la présence du président de l'État fédéral somalien, Hassan Sheikh Mahmoud, ainsi que de diverses personnalités de premier plan, y compris des anciens chefs de gouvernement, des ministres somaliens, ainsi que de dignitaires et responsables politiques fédéraux. Des représentants des pays voisins tels que le Kenya ou encore la région Ogaden de la République fédérale de l'Éthiopie étaient également présentes à cette cérémonie.
Et dans une importante allocution prononcée lors de cette cérémonie d'investiture, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf Moumin Hassan Barré a mis l'accent sur l'engagement du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh envers le soutien à la Somalie, soulignant notamment l'importance du processus de paix et de réconciliation parrainé par Djibouti. Et dans le cadre du contexte politique actuel qui prévaut en Somalie, le ministre a appelé à la paix et à la réconciliation, reflétant ainsi le rôle de Djibouti dans la promotion du dialogue entre les Somaliens et son soutien à la structure fédérale de la Somalie. Et compte tenu des défis auxquels font face donc la Somalie et la région de la Corne de l'Afrique en général, l'événement a été l'occasion de discuter de divers sujets concernant la coopération, la sécurité et le renforcement de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Culture à présent, l'émission Djib Talent, produite par la radiodiffusion-télévision de Djibouti depuis quelques mois en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ne manque pas le rendez-vous habituel chaque jeudi soir en direct sur les ondes de la télévision. Et hier soir, jeudi soir, l'émission Djib Talent, dans le cadre du 16e de finale, a fait vibrer tous les fidèles de la télévision en direct du studio numérique avec la participation du public comme d'habitude. Exception donc hier soir, 9 candidats et candidates ont concouru pour accéder au titre de meilleure voix lors de cette 11e soirée. Donc c'est ainsi, après les prestations sur scène de ce 9 candidats auditionnés et sélectionnés par le jury, président par l'artiste Haïdarous, et le vote du public via SMS, 2 voix donc ont été qualifiées pour les 8e de finale. Et donc ces 2 jeunes filles sont sorties du lot. Il s'agit de Ruqia Hamad Ali de Dikil et Mabrouka Mohamed Abdi de Djiboutiville. La soirée donc était animée par des artistes de la RTD, entrecoupés donc par des sketchs. Djib Talent, donc l'émission, inspire de manière constante depuis quelques mois et interpelle un grand public, en particulier les jeunes qui suivent cette émission en direct tous les week-ends. Avec 15,8 sur 20. Ruqia Hamad Ali avec 14,72 sur 20. Et suite à cette 11e soirée, la scène musicale a été marquée par des prestations véritablement époustouflantes des vainqueurs de cette 11e soirée de 16e de finale, notamment la jeune Ruqia Hamad Ali et la jeune Mabrouka Mohamed Abdi. Regardez. Direction Tadjoura à présent, notamment état d'avancement des différents projets de développement locaux. Il s'agit de la 2e mission de suivi dont l'objectif est de mesurer le niveau d'avancement des activités planifiées afin de s'assurer du succès et de l'efficacité des projets de développement locaux portés par des OSC locales. Les projets concernés au niveau de la région de Tadjoura sont notamment le projet d'appui aux jardins maraîchers et fourragers pour générer des revenus de 60 femmes de la localité de Kalaf, portée par l'association Groupe des femmes solidaires pour la bienfaisance, et le projet de développement des activités rurales économiques résilientes et fondées sur la préservation des ressources naturelles, porté par l'association pour la promotion de l'agro-silvopastoralisme et de la résilience inclusive, l'association Paris. Ensuite, vers Adaïlou, vu la participation du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, du secrétaire permanent de l'ANCLD et plusieurs autres responsables. Tournée de visite de terrain a permis d'apprécier le niveau d'avancement des activités depuis le démarrage des projets. Les visites de terrain respectivement sur le périmètre maraîcher ont permis de visualiser les progrès réalisés et se rendre compte des difficultés et obstacles. En collaboration avec l'ANCLD. Donc là, on est sur le terrain. Ça avance très bien. On est satisfait. Et le constat est très bon. Et donc ça, c'est
le but de notre déplacement jusqu'ici aujourd'hui. Et à présent, suivant donc l'intervention du président du conseil régional de Tadjoura. En haut des montagnes, où nous sommes venus vérifier la progression d'un projet que la NCLD, en collaboration avec l'AIMF et l'Union européenne, a financé et pour le compte de l'association Paris. Et le projet en question concerne les figuiers de Barbarie. Et la région de Hourima est connue pour la vulgarisation de cette plante, très bénéfique au niveau nutritionnel, aussi bien pour les animaux que pour le bétail. Et nous constatons une nette progression. C'est un avant vérification du chantier et nous les encourageons à poursuivre et voir aussi dans les prochains jours, voir que ça évolue. Mais pour l'instant, le travail se fait et la NCLD en est contente. Et nous aimerions aussi encourager toute la population de Hourima, vulgariser, à prendre en compte le bénéfice de cette plante et qui sera dans le futur une plante qui va lutter contre le changement climatique et qui va lutter aussi contre la malnutrition des bétails, aussi bien pour les humains. Et dans le dossier de cette édition, pour clore l'actualité nationale, nous allons nous rendre à Ali Sabié dans ce dossier et vous présenter donc l'usine de cimenterie d'Ali Sabié qui bat son plein. Cette usine donc emploie plusieurs jeunes de la région d'Ali Sabié, luttant ainsi contre le chômage des jeunes et participant également au développement socio-économique de la région d'Ali Sabié. Regardez, c'est un document de la rédaction. Sissi, à Bolé, au pied du mont Arré, situé à 3 km de la cimenterie. C'est là que sont extraits l'essentiel des matières premières pour la production de ciment, un ciment made in Djibouti. Une fois les ressources extraites, elles sont acheminées sur le site, notamment déversées dans un concasseur primaire qui réduit les roches à une petite taille. Ensuite, un convoyeur achemine vers un concasseur secondaire qui les broie encore plus. Mais avant, il faut s'assurer de la qualité des matières premières pour une production optimale. C'est pourquoi la cimenterie Arré dispose d'un laboratoire à la pointe de la technologie. Dans l'industrie du ciment, de nombreux tests sont effectués pour déterminer la caractéristique du ciment afin de déterminer la conformité du produit aux exigences de qualité. Ces essais doivent être effectués dans un environnement où les conditions particulières sont observées. Lors de son stockage, le ciment est prélevé, analysé chimiquement, physiquement et des essais de résistance sur mortier normalisés sont réalisés afin de garantir son niveau de qualité. Une fois les conditions réunies, les techniciens vont lancer la production. En effet, la composition classique du mélange cuit dans les fours du cimenterie est de 80% de calcaire et 20% d'argile. Les deux éléments sont préparés par broyage, cuits à très haute température. Les ajouts au clinker permettent d'optimiser les caractéristiques prises et les caractéristiques mécaniques du ciment. Selon Idriss Ali, directeur technique, la cimenterie n'a pas encore sa capacité maximale, mais produit déjà plus de 550 tonnes par jour. La capacité générale de la cimenterie est de 600 tonnes par jour, mais pour le moment, nous sommes entre 500 et 550. On n'atteint pas une production maximale d'un seul coup. Il faut du temps. C'est au fur et à mesure que nous pourrons fonctionner à plein régime. Du point de vue de la qualité, je peux dire que nous sommes à 100%, même si nous ne produisons encore qu'à 80% de notre capacité. Avant, nous avions quelques soucis techniques, mais là, nous avons maintenu notre production et nous atteindrons, si Dieu le veut, les 100%. « 」 .
Et le secteur du bâtiment étant en plein essor dans le pays, la cimenterie Arrêt devra augmenter sa capacité. Sur un autre plan, la cimenterie emploie à plein temps un nombre avoisinant de 200 individus dont fait partie Mahdi Elmi, originaire de la région. Avant, je travaillais un peu partout, mais depuis 2013, je travaille dans cette cimenterie. Comme je suis originaire d'Addis Abeba, ça a été une grande opportunité pour moi. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, depuis 2013, je n'ai été témoin que de progrès. Je suis transporteur. Avant, je vivais à PK12. Mais comme la quantité a augmenté, nous avons déménagé et je livre en ce moment à PK15. L'un des objectifs qui était de réduire le prix des ciments a été atteint. Aujourd'hui, les responsables ont une autre option à long terme. Satisfaire entièrement le marché local, certes, mais aller également plus loin en exportant ce produit à 100% made in Djibouti. Actualité internationale à présent. Dans une décision très attendue rendue aujourd'hui, la Cour internationale de justice basée à La Haye a appelé Israël à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. La CIJ a souligné que l'État d'Israël doit agir en conformité avec la Convention sur le génocide en faisant tout son possible pour éviter la commission de tels actes. L'Afrique du Sud a salué ces décisions comme une victoire décisive pour l'État de droit international et une étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien. Ces décisions de la Cour internationale de justice met en lumière les tensions persistantes au Proche-Orient et suscite des réactions envoyées à l'échelle mondiale. Les défenseurs des droits de l'homme saluent cette initiative comme un pas vers la justice pour le peuple palestinien, tandis que d'autres soulignent la complexité des enjeux géopolitiques dans la région. Israël, de son côté, n'a pas encore réagi officiellement à cette décision. Il est probable que cette affaire suscitera des discussions approfondies tant au niveau national qu'international, marquant ainsi une étape importante dans les efforts visant à résoudre les conflits au Moyen-Orient. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.